était là pour une démonstration d'arts martiaux armés asiatiques, avec sabre. On va passer ici à des démonstrations comme ils ont très bien introduit. Ils ont parlé aussi qu'ils étaient aux côtés de personnes qui travaillaient sur des arts martiaux médiévaux. Alors médiévaux, mais pas que, puisque ce qui nous présente aussi en fait est l'héritage médiéval. Mais l'héritage médiéval, pour ce que vous avez vu précédemment, japonais, asiatique. Ce qu'on va vous présenter à présent est l'héritage ancien ou moderne, mais surtout européen. Ce sont des arts martiaux historiques européens. Et la différence est simplement dans l'équipement. L'équipement qui, lui, va déterminer en fait tout ce que vous allez voir. On va vous présenter ici un panel d'armes différentes qui vont en fait passer du bouclier jusqu'à l'arme légère qu'on retrouve à l'époque moderne. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer tout simplement par vous présenter une panoplie qui va être beaucoup plus proche finalement de quelque chose que vous connaissez aussi dans les jeux vidéo, l'épée bouclier, que on va vous présenter, va être comme avec l'équipement que vous retrouvez chez les fantassins de Lordaeron dans Warcraft. Vous avez vu d'ailleurs que j'ai un stand à peine discret, orienté très vers l'univers principal de Blizzard qu'est Warcraft. Et on va commencer par vous présenter en fait quel serait le type d'entraînement, le type de gestuelle, le type de combat qui pourrait être fait en fait par des fantassins de l'Alliance. Je suis désolé pour les hors 2. Voilà, alors si vous voulez, allez-y, hein, vous pouvez lâchez-vous un petit peu pour encourager nos fantassins qui vont venir. Hein. Allez, un petit pour l'Alliance, ça fait plaisir. Pour l'Alliance! Ok, c'est bon. Alors, mes deux collègues ici, je vais faire dans un premier temps une petite explication de la gestuelle avant de passer directement à ce duel, pour que ça soit en fait lisible pour vous, pas juste qu'on vous présente tout de suite, bon voilà, on a des armes, on se tape dessus. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors une chose intéressante à voir avec l'équipement, avec ce bouclier, comme il se tient déjà dans un premier temps, on l'attrape, vous voyez, avec des sangles qui sont en diagonale sur le plateau pour pouvoir le porter avec la position que j'ai actuellement sur mon bras. Vous voyez, j'ai exactement la même position que ma collègue, mais cette position en fait est une position très naturelle qui permet de supporter un poids à bout de bras sans fatiguer. Le problème, c'est qu'on vous montre dans beaucoup de films, dans beaucoup de jeux vidéo, les gars, notamment je pense par exemple à une licence qui fonctionne toujours avec un bouclier, Zelda, on voit toujours Link qui tient un bouclier comme ça. Donc ici, c'est absolument pas naturel et on se massacre l'épaule et le biceps. Voilà pourquoi on a un bouclier qui se tient comme ceci, qui va pouvoir bouger aussi devant soi pour se protéger. En le tendant légèrement avec le coude, on peut comme ça se protéger, créer un cône de protection plus important. Et tout le travail va être autour de ce bouclier que vous allez porter, parce qu'il va falloir éviter qu'il vous gêne, mais il va falloir aussi travailler, eh bien, si votre adversaire a également un bouclier, travailler à passer ce bouclier. Donc on va faire une petite démonstration déjà dans un premier temps, vous allez doucement juste pour qu'on décompose les mouvements et avant de tomber dans un véritable sparring. Je vous laisse et je vais commenter en même temps ce qu'ils vont faire pour que vous compreniez ce qui se passe. Ok, on salue. Déjà, on vient chercher toujours l'adversaire, on fait attention à la distance. Vous voyez, première chose, mes collègues, s'ils avaient des armes en métal tranchantes, sauraient que ici, c'est leur vie qui est en jeu. On ne va pas sauter sur l'adversaire, première chose. On jauge la distance. La distance est vitale dans tout art martiaux. Que vous fassiez du pied-point, que vous fassiez de l'escrime, que vous fassiez du taekwondo, la distance est primordiale. Donc toujours, vous voyez ici, on gère la distance dans un premier temps. On fait très attention, mais on évite déjà le contact trop important, trop rapidement. Ok. On voit aussi différents types d'approches. On voit des armes qui viennent en arc de cercle pour trancher l'adversaire. Mais on voit aussi de temps à autre qu'on vient essayer de rentrer avec la pointe, avec une estoc, comme ceci. Et de cette façon, on peut essayer de rentrer directement dans l'adversaire, et justement, surtout s'il a une armure, en fait, tous les coups de tranche vont glisser sur la cote de maille, glisser sur la plaque en métal. Alors que, justement, l'estoc peut permettre de rentrer entre deux pièces d'armure et de toucher l'adversaire. Alors, oui, alors, pour le coup, si on cherche à taper en effet dans une armure, pour finir au chapitre de l'armure, si on chercherait, en effet, ça serait le coup,
souvent les aisselles, et éventuellement aussi au niveau de l'aile, au niveau de l'entrejambe ici. Voilà. Oui, alors on faisait des coquilles aussi à l'époque, ou des caleçons en côte de maille. Le caleçon de côte de maille est historique, tout à fait, attesté, très confortable d'ailleurs. Oui, j'en ai eu l'expérience. Ah mais c'est mieux, hein, je vous assure, on se sent protégé au moins quand on combat. Croyez-moi, c'est mieux. Alors, maintenant, je vous invite à faire un sparring un peu plus poussé pour qu'on voit ça avec un peu d'action. Allez-y. Alors, on voit deux types de comportements déjà au niveau des combattants. Les deux sont valables, en fait. C'est qu'on a ici, à votre gauche, quelqu'un qui va avoir une arme beaucoup plus en mouvement. L'arme en mouvement, en fait, c'est pour aussi très rapidement changer l'orientation de celle-ci et gagner, en fait, dans la surprise de l'adversaire. Et au contraire, on a ici un combattant, à votre droite, qui va être plus dans l'attente, qui attend en fait le moment, l'ouverture qui va être créée par l'adversaire, parce que, à force de bouger, votre adversaire va aussi, finalement, à un moment, créer une ouverture, voilà. Et c'est le moment qu'il vous faut saisir. Alors, on a une légère touche sur la main aussi, là, ça passe. Voilà, bonne parade, voilà. Le bouclier, vous le voyez, sert à parer, mais on peut bien sûr utiliser son épée pour parer les coups de l'adversaire. D'accord, dernier échange, allez-y. Ok, passez sur le tour, voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, alors pour un petit parallèle, qu'on retrouve très souvent en archéologie, c'est que lorsque ce bouclier est utilisé, cette forme, en histoire, eh bien, les archéologues ont retrouvé énormément de personnes qui ont été blessées aux jambes, surtout s'ils n'avaient pas d'armure, parce que les jambes sont quand même relativement ouvertes. Alors là, on est passé sur l'univers de Warcraft, pour vous montrer ceci. Alors sachez qu'ici, c'est une dynamique de duel. C'est absolument pas le combat qu'on verrait si on était en ligne. Si on était en ligne, on serait beaucoup plus compact. On aurait des fantassins qui seraient dans un premier temps sans doute à une certaine distance comme ceci. Vous pouvez avoir des vidéos où on est une bonne vingtaine de fantassins comme ceci sur mon stand, où vous avez des gars qui sont très proches, ou même des fois, une chose que je préfère même montrer, des fois c'est quelqu'un qui a au moins à un bras de distance de son collègue, et il faut imaginer au milieu des fantassins comme ça, qui vont avoir aussi des armes d'ast très menaçantes sur l'adversaire. Les gars devant sont blindés en armure, ils vont encaisser l'adversaire, tandis que les gars qui sont derrière sont là en support pour essayer eh bien, de faire, bon, on pourrait dire que si vous voulez, ici vous avez les tanks au premier rang, et après les gars avec les lances, c'est les DPS. Ça vous va? Ouais, voilà. Non, mais, parce que c'est ça aussi la vulgarisation, c'est pouvoir faire des parallèles. Et c'est comme ça que ça fonctionnait au Moyen-Âge, hein, finalement. C'est pareil. On avait des gars, c'était des tanks, il y avait d'autres, c'était là pour faire du DPS. Mais vraiment, c'est vraiment la même mentalité. Donc, on va passer maintenant à un autre set d'équipements. Alors, est-ce que vous connaissez la série Viking? Vous appréciez? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui jouent aussi à For Honor? Comme ça, non? Bravo, bravo à ceux qui, en effet, ont reconnu que Ubisoft pouvait sortir des très bons jeux de combat. Alors, on va avoir ici un duel avec de l'équipement Viking. Alors, Viking, la série, ouais, c'est une super série, d'un point de vue série, elle est fantastique, en effet. Et il y a un petit côté qui pêche, c'est, comme beaucoup dans Hollywood, en fait, c'est le côté martial. On va essayer de vous présenter ici un travail avec de l'armement Viking. L'armement Viking, la plupart du temps, il n'était pas forcément avec une épée. On va vous présenter ici un combattant à l'épée. Mais l'épée, elle était très rare parce que c'était quelque chose qui était vraiment réservé aux combattants qui avaient de l'argent, qui avaient des moyens et qui était très coûteuse parce que c'est complexe à produire. La plupart des combattants vikings vont plutôt avoir une hache. La hache, vraiment, c'est vraiment la base. C'est tout bête à faire. Et ça peut amener beaucoup de dégâts sur l'adversaire. Et c'est en plus quelque chose d'un petit peu moins technique, mais qui présente beaucoup de choses sympathiques. Alors, encore une fois, on va faire une petite démonstration du possible avec ces armements avant de passer à un petit sparring. On remarque déjà la façon dont on prend le bouclier. On est là avec une manipule. Le manipule, c'est une poignée centrale dans le bouclier. Ce bouclier, il va s'utiliser, vous voyez, on peut l'utiliser en rotation autour de soi. Ça, c'est très important et on est super flexible face à l'adversaire comme ça. On peut tourner autour de son propre bouclier pour créer des ouvertures
Et enfin, le toucher. Mais aussi, ça peut se retourner contre vous, ce problème aussi de manipuler. Alors, pour illustrer quelques techniques, vous pensez, je vais vous parler justement de la possibilité de faire des turn shields. Faire une petite démonstration de turn shield où on va pouvoir rentrer avec la rotation, le changement d'orientation au bouclier. Petit turn shield. Donc là, comme ceci, boum, on voit le bouclier, vous voyez, qui pivote sur le côté pour découvrir, et on peut rentrer sur l'adversaire avec son arme. Voilà. La hache, elle va permettre notamment de pouvoir saisir le bouclier de l'adversaire et de pouvoir rentrer directement. C'est un très bon outil de crochetage, et on peut comme ça rentrer même, créneau ralenti, pour rentrer sur le visage. Le plus proche, en fait, le plus simple, c'est vraiment de rentrer sur le visage de l'adversaire. On vient ici avec la hache, on tire, il n'y a même pas besoin d'aller trop loin en fait, même des fois il suffit juste. L'adversaire n'a pas forcément de casque fermé en plus. Les Vikings, vous l'avez vu, alors c'est une chose qui est sympa quand même dans la série, c'est que vous ne voyez pas des Vikings qui sont toujours en armure complète, en maille, avec des casques intégraux, parce que les Vikings n'avaient que très peu d'armure. Imaginez que la plupart des gars, ils avaient des casques en cuir, un peu de métal, mais rarement des choses sur le visage, qui fait que là, bim, un petit direct comme ça avec la hache, le mec ça te faisait enfoncer les dents, enfoncer le nez. S'il n'était pas mort, au moins il allait se calmer niveau combat. Petite démonstration maintenant en sparring et je vais commenter derrière. Continuez. Alors là on a une entrée qui s'est faite avec la hache qui est venue justement pousser le bouclier. Et le pivot en fait de la manipule, si la manipule c'est utile mais ça peut aussi se servir contre vous, a permis à ma collègue ici de passer au-dessous et de rentrer avec la hache dans le corps de son collègue. Continuez monsieur. Là. Une chose qu'on peut remarquer, je précisais plus tôt lorsque le combat, c'est que la distance est primordiale. Et on voit qu'en fait, on a quelqu'un qui peut être beaucoup plus offensif ici, qui peut gérer beaucoup plus la distance de la taille de son épée. Tandis que la hache, là pour le coup, la hache à une main, est beaucoup plus petite. Et là le problème c'est d'arriver à rentrer dans la distance de l'adversaire. C'est une autre problématique. Voilà. Alors comme on le voyait là enfin, elle ne l'a pas porté, elle ne l'a pas fait fort, mais on peut très bien en effet à un moment arriver et venir avec son bouclier, venir frapper avec le bord directement dans le visage de l'adversaire. Vous comprenez encore une fois, si vous n'avez pas de casque, un bouclier de 5 kg qui vous arrive comme ça à pleine vitesse, vous êtes un peu hors combat. Ok. Faites un petit sparring dynamique et on va passer à une autre arme. Allez-y. Toujours ce problème de distance, hein, vous voyez bien. Il y a quelqu'un qui a vraiment le monopole de la gestion de la distance, c'est quelqu'un qui doit le subir et rentrer, voilà, absolument, pour pouvoir obtenir la touche. Dernier échange. Voilà, arrêtez. Voilà, on a une entrée ici, on a vu qu'il reste, c'est l'entrée en estrade. Bravo. On va passer maintenant à une autre discipline. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Alors ici, on va passer à une discipline qui est justement très courante dans les arts martiaux historiques européens parce que très bien documentée, c'est l'épée longue. L'épée longue, comme vous la voyez, bien c'est une épée, on a dit longue tout simplement parce qu'on l'utilise à deux mains, mais elle est assez légère presque pour l'utiliser à une main. Cette épée, elle n'a pas de protection additionnelle. Vous voyez qu'ils n'ont pas de bouclier. Leurs deux mains sont monopolisées et l'épée va faire à la fois office de défense et de moyen d'attaque. Alors, je vais vous laisser faire un sparring doucement dans un premier temps pour illustrer la gestualité. Voilà, on va beaucoup travailler en rabat. Aussi sur l'adversaire, on va parer
une entrée proche pour pouvoir ensuite essayer de créer une ouverture et peut-être, voilà, même rentrer au corps à corps. Très souvent, on va pouvoir même rentrer au corps à corps si l'adversaire rentre vraiment vers vous, toucher, vous voyez, sur les extrémités, puisqu'on peut admettre que l'épée, comme ceci, se pratique eh bien, de façon, on va dire, plus civile, avec quasiment aucune protection, ce qui fait que la touche à la main, la touche à l'avant-bras, la touche au visage élimine tout de suite le combattant. Il ne va pas pouvoir poursuivre. Et on peut essayer de rentrer au corps à corps, surtout si on fait du combat en armure. Le combat en armure, eh bien, encore une fois, je disais, quand vous avez de la cotte de maille, quand vous avez eh bien, des casques, des plaques, c'est très compliqué. On va chercher, vous voyez, à avoir une autre position. Rapidement, on va venir essayer de transpercer l'adversaire en plaçant, voilà, avec les quignons, avec la pointe, on va chercher les points sensibles de l'adversaire. On va essayer de passer éventuellement, on le voit comme ça, voilà, on peut le pousser et venir au niveau de la gorge. On peut essayer eh bien, de rentrer en retournant son épée à un moment aussi pour frapper avec le quignon, pour rentrer dans le visage ou éventuellement dans des parties un peu dégagées. Et on peut enfin eh bien, essayer de rentrer, encore une fois, on y revient, mais dans l'aine, c'est bien sympa également. On peut rentrer, encore une fois, avec une petite esquive. On peut rentrer sur une attaque de l'adversaire aussi pour directement lui rentrer dans l'aine. Pour l'attraper et le finir comme ça, au corps à corps. Ça fonctionne plutôt pas trop mal, non. Alors, tout ça, bien sûr, hein, l'armure et l'épée étaient utilisées par des chevaliers, hein, des gars qui étaient entraînés, qui avaient du matos, parce qu'ils avaient les moyens. Alors, je vais demander maintenant de faire un petit sparring pour démontrer la technique à l'épée longue, de manière plus, on va dire, plus civile, pas comme si vous étiez en armure. Allez, messieurs. Et encore une fois, je vais commencer pour vous faciliter la lecture. Vous voyez là, dans un premier temps, on part et on reste loin, on essaie de rentrer dans l'adversaire, on jauge, est-ce que c'est possible de venir rentrer sans soi-même subir la touche. C'est le but hein, universel, surtout qu'on n'a pas d'armure, c'est de toucher l'adversaire sans soi-même subir une touche. Parce que si on vient tous les deux à se faire blesser, eh bien, il n'y a aucun intérêt finalement. C'est le but universel d'ailleurs de toute une fille. Hein. Très bien, voilà. Vous voyez le travail, on va chercher encore avec la distance, l'ouverture face à l'adversaire, l'entrée en lutte éventuelle et le désarmement peut toujours se faire. On peut désarmer un adversaire, même avec une arme tranchante et même si on est seulement en habit. Comprenez que pour trancher quelqu'un, c'est pas juste en fait en posant la lame comme ça. Vous avez, c'est pas un sabre laser là, on est d'accord. On a une épée médiévale. Donc vous pouvez pas juste trancher en laissant comme ça. Il faut donner du mouvement, ce qui permet en fait aussi aux combattants de saisir les armes. Des armements comme ça aussi peuvent inclure, bien sûr, des clés de bras, des clés au niveau des coudes, des poignets, pour améliorer justement la prise sur l'adversaire. Voilà. Et finir correctement cet adversaire dans les règles de l'art. Petit sparring dynamique maintenant. Allez-y. Là, sur la main. Le bras, le visage. Je crois qu'il y a une entrée en estoc sur le combattant en bleu. Et là, une autre estoc sur celui en noir. On reste stable, c'est très important. Sur les avant-bras. Voilà, entrée sur la gorge. Merci messieurs, deux derniers assauts. Et voilà. Donc le combat, vous voyez, ça peut être très rapide. Ici, il y a eu de nombreuses touches. Bravo messieurs, on n'avait qu'à saluer. Alors à présent, on va passer à quelque chose d'un peu plus festif.
ici une arme particulière, on ne va pas faire de duel avec, elle est beaucoup plus encombrante, on gagne ici, je crois, 30-40 cm de distance facilement face à une épée longue. C'est ce qu'on appelle une montante. Déjà avec un accent comme ça, enfin désolé je suis très mauvais pour les langues latines, espagnoles, voilà, excusez-moi. Et cette arme, elle vient en fait voilà, du sud de l'Europe, donc principalement péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne. Et cette arme, elle a un but de repoussoir quelque part vers l'adversaire. On va vraiment, vous voyez, balayer forcément énormément d'espace. Vous voyez déjà, comme j'étais loin, pour commenter un duel à l'épée longue, j'étais déjà dans le coin ici. Là, en fait, on s'est dit que c'était pas possible parce que là, sinon on allait taper dans les murs, on allait risquer de défoncer le logo Camocon. On s'est dit que c'était pas une bonne idée. Donc, on va pas faire de duel à la montante. Parce que vous voyez, il y a quand même la distance incroyable qu'on a avec cette arme. Cette arme, c'est très compliqué de passer cette distance. Et ça, c'est donc l'usage même de cette arme. Elle est longue, elle est encombrante, mais vouloir rentrer ici avec le levier qu'il y a dedans, c'est très difficile. Et quand on sait justement qu'avec le levier créé et la vitesse, parce que là on y va un minimum doucement pour que ce soit visuel, mais là vous n'avez pas envie de rentrer, c'est parce que c'est beaucoup trop dangereux. Si le combattant là pouvait comme ça tenir un minimum des positions, simplement parce que par leur arme et par leur savoir-faire, souvent repousser d'autres personnes qui n'avaient pas des armes assez longues, parce que je l'ai précisé dès le début, la distance est tout. On peut penser qu'une arme comme ça, c'est un poids incroyable, il faut être une force de la nature, mais on a des armes comme ça qui font 2,5 kg. 2,5 kg, bien équilibré, c'est très facile. J'en ai eu sur mon stand là-bas, justement, des pièces équivalentes en métal qui fait 2,5 kg, et avec deux mains, c'est très facile à manipuler. Cette arme, eh bien, elle va servir justement, vous voyez, parce qu'elle a une grande poignée, on va utiliser le maximum le levier pour travailler sur l'adversaire. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, c'est par exemple l'arme qui a inspiré Siegfried dans Soul Calibur. Vous voyez, c'est typiquement en fait l'inspiration directe de ce type d'arme, où le combattant, en plus c'est bien retranscrit dans le jeu, puisque le combattant, il est très dur quand il arrive à voiler l'adversaire, à approcher. Il est vraiment énervant. Et c'est la même chose qui se passe dans les combats à la montante. Quand on a quelqu'un en face avec la montante, c'est très difficile à approcher, c'est très puissant, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, oui, ça fait un peu ça, voilà, ça fait un peu moissonneuse batteuse, hein, c'est l'adversaire. On découpe, on découpe. On va passer, alors j'ai parlé sur Calibur, ça pourrait être marrant un jour peut-être d'essayer de présenter des armes mélangées en duel. Et dans un premier temps, on va commencer à vous amener quelque chose d'un peu plus fin, parce que là on s'est tapé dessus un peu avec des boucliers, avec des armes qui sont un peu plus des armes de ligne. Là on va remonter dans le temps et passer, on avait vu les Vikings, on avait vu qu'ils sont plutôt début Moyen-Âge, c'est le 10e siècle, on est passé du 13-14e avec le grand écu, et on va passer, après le 16e et la montante, à de la rapière et de la main gauche. Alors ça, c'est typiquement par exemple, je ne sais pas s'il y a des personnes qui jouent à Castlevania. Voilà. Castlevania, en fait, eh bien, vu l'époque, Simon Belmont et la lignée des Belmont auraient utilisé plutôt ce type d'armes, qui sont beaucoup plus modernes. Alors, oui, non, on n'a pas prévu de fouet, parce que le fouet, c'est un peu dangereux en vérité. Alors, on va remarquer qu'avec, ici, on a encore une même dynamique qu'on avait vu plutôt avec une arme et son complément. On a une dague à la gauche, à la main gauche, qui est là en fait pour prévenir les entrées éventuelles vers le corps, pour essayer de parer toute attaque qui va venir avec la rapière qu'on tient en main droite majoritairement. Vous voyez, voilà. La dague est là en fait en protection proche du corps, même si elle peut intervenir de façon offensive, ce qui est plutôt rare. Mais là, c'est quand on vient rentrer plus vers le corps à corps. Vous voyez qu'on a une arme longue, encore une fois, et on va chercher loin, bien se jauger. On se rapproche, vous le voyez, d'une esquive plus légère. Au fur et à mesure, en fait, on a vu les combattants retirer le bouclier. Parce que l'armure s'est développée au fur et à mesure du développement de l'armure, on a bien retiré la présence du bouclier. Et au bout d'un moment, l'arme à feu est arrivée. Et l'arme à feu a rendu l'armure obsolète. Voilà pourquoi on est passé ensuite à des combats qui vont aussi se faire comme ceci, vous voyez, avec des armes légères, avec des combattants légers, qui vont, encore une fois, essayer de s'effacer derrière la lame. Et on se retrouve face à quelque chose qui est un peu les prémices, les débuts de ce
va trouver plus tard pour de l'escrime, on va dire, olympique. Voilà. Encore une fois, vous voyez, c'est plus de travail en dualité, parce que les choses à savoir quand on est combattant, on pense, oui, alors il faut être droitier, gaucher, il faut être très fort avec son bras droit, il faut savoir taper fort, le bras gauche, il faut que ça soit un tronc d'arbre, parce que c'est un bouclier. Et en fait, la chose à savoir, c'est quand on est combattant, c'est qu'on doit utiliser l'ensemble de son corps, sa jambe gauche, sa jambe droite. On doit utiliser son bras gauche, son bras droit. Il faut être finalement ambidex. Un bon combattant, c'est quelqu'un qui sait gérer son corps en entier. Et là, c'est très visible en fait quand on a des armes comme ça qui permettent la lecture du combat, où on voit justement le bras gauche, le bras droit travailler l'un face à l'autre. Ok, très bien. Elle passe. Un dernier échange et on passe à la dernière arme. Je crois. Okay. Bien franche. Okay. Merci à vous deux. Hein. Merci à eux. Et maintenant, on va attaquer la dernière période, la période moderne, où on va avoir cette fois-ci du sabre. Le sabre, eh bien, va être finalement là, ce sabre, très proche de celui que vous voyez aux Jeux Olympiques, le sabre olympique. Le sabre ici eh bien, devient une arme qui est parmi les dernières armes utilisées en fait en duel judiciaire. Une chose à savoir, que je n'ai pas précisé, c'est que quasiment toutes les armes qui ont été présentées ici sont des armes qui ont été utilisées en duel judiciaire, parce qu'on pouvait rendre justice aussi si on avait un conflit avec quelqu'un avec un duel. Et ce duel, eh bien, il s'est conclu pour les derniers. D'ailleurs, c'était à l'époque où il y avait déjà l'enregistrement vidéo, lorsqu'on avait déjà inventé la caméra. On a encore cette trace d'un des derniers duels qui s'est fini en fait au sabre. Et ce duel, il faut savoir que quand on fait un duel judiciaire, le but c'est pas de forcément étriper l'adversaire. Ce dernier duel, c'est bien été montré qu'il s'est fini simplement au premier sang. On voit qu'il s'est échangé et je ne sais plus lequel combattant, mais a fini avec une entaille, si je me rappelle bien, sur l'avant-bras, sur l'intérieur de l'avant-bras. Ça a été montré directement au juge qui est là, justement, à l'arbitre, le juge qui est sur le côté pour bien vérifier que les combattants se portent comme il faut, et dit ok, j'ai pris ma touche, je me rends, je ne vais pas plus loin, mon adversaire est vainqueur, c'est lui qui a raison dans ce conflit. On va démontrer comment ce travail est fait, messieurs, encore une fois, avec un sabre. Bien sûr, vous verrez encore une fois la prudence qu'on a face à l'arme. Vous voyez cette position justement, on essaye d'effacer le corps au maximum. L'arme très en avant et le corps qui au contraire essaie de s'effacer rapidement. Ça sur l'avant-bras. Et là c'est tout le problème, puisque imaginez que dans ce cas de figure, ces deux combattants n'aient pas de protection et qu'ils faisaient des armes tranchantes, on se serait retrouvé face à un combattant qui vient se faire segmenter un ligament externe du genou et un autre qui vient de le prendre dans le côté du visage de ça. C'est le scénario en fait qui est un des pires dans un duel, puisque finalement, qui a gagné et comment on s'est résolu après, est-ce que vous me suivez? C'est très compliqué. Voilà pourquoi on fait attention à ne pas prendre de touche. On fait vraiment très attention à la distance. Passage sur l'avant-bras ici, voilà. C'est classique, hein, c'est normal. L'avant-bras, c'est vraiment ce qui va prendre le plus de touches. Encore une fois, l'avant-bras. Et c'est exactement ce que j'illustrais plus tôt, en disant que le dernier duel judiciaire s'est soldé par une touche à l'avant-bras. Il faut comprendre que les premières zones qu'on recherche, on ne va pas aller trop loin. On cherche à toucher l'adversaire, mais au plus proche. Très bien. Encore un dernier échange. On peut aussi faire du corps à corps un petit peu, même si ce n'est pas trop ce qui est recherché en fait à l'époque. Le corps à corps est plus présent en fait dans les escrimes plus anciennes de mes mémoires. Et ici, on est vraiment dans quelque chose qui est plus
sur la distance. Belle esquive. Dommage. Bravo messieurs, merci à vous. Vous pouvez saluer. Merci.